On est de retour maintenant et on poursuit avec la deuxième partie de l'émission, toujours avec mes deux invités, Yao Eklo Nukono, qui est sur le plateau, et Monsieur Azeglo également, qui est avec nous. On va poursuivre tout de suite avec la Guinée où le verdict dans le procès pour le massacre du 28 septembre a été rendu par la justice guinéenne. C'est une affaire qui a tenu les Guinéens en haleine pendant près de 2 ans, qui vient donc de connaître son dénouement. Il s'agit d'événements sanglants qui ont conduit à l'assassinat de plus de 150 personnes, selon des ONG de défense des droits de l'homme. Cela s'est déroulé le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, là où l'opposition avait organisé une manifestation. La police ou l'armée était intervenue. Il faut rappeler que le pays était alors dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui avait perpétré un coup d'État. Eh bien, les militaires n'ont pas fait dans la dentelle des morts, une centaine, au moins 109 femmes violées, sur les personnes qui ont été poursuivies. Je le disais, le chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, a été condamné à 20 ans de prison pour responsabilité hiérarchique. D'ailleurs, la justice guinéenne a requalifié les faits en crime contre l'humanité. Dans le même temps, en dehors de monsieur Dadis Camara, monsieur Moussa Tiegboro Camara écope également de 20 ans d'emprisonnement. Marcel Guilavogui, quant à lui, a écopé de 18 ans. Blaise Goumou, 15 ans. 11 ans pour Mamadou Aliou Keita. Et puis 10 ans pour Aboubakar Diakité Ditumba et Paul Mensa Guilavogui. Voilà le prononcé du verdict. Verdict salué par les victimes, en tout cas un certain nombre de victimes. D'autres pensent d'ailleurs que la justice a été très clémente. Une première réaction, Yao Eklo Nukono, est-ce qu'on peut d'abord dire que la justice guinéenne a été à la hauteur de ce procès? Monsieur Samuel, vous savez quoi? Moi, pour mon part, je pense même que ce procès ne devait pas être conduit par la justice guinéenne, mais plutôt la justice de la CEDEAO, voire même de l'Union africaine. Si réellement nous voudrions apporter une solution à des situations, vécues de façon multiple et perpétuelle, c'est la Cour de justice, soit de la CEDEAO, ou encore au niveau de l'Union africaine qui devait s'impliquer, de manière à ce que tout ne se limite pas qu'au seul Dadis Camara ou à tous ceux qui ont déjà commis ces bavures, mais également que ça soit en même temps une sonnette d'alerte tirée pour des prochains, pour d'autres également. Alors donc, vous savez, monsieur Samuel, je pense que si la solution, parce que nous connaissons les militaires, les formations qu'ils ont reçues, leur état d'esprit, et vous savez aussi que les militaires diffèrent des gendarmes et des policiers qui quand même sont des hommes de droit. Vous comprenez quelque peu. Les militaires, eux, ils ont des réflexes de guerre, ils manipulent les armes lourdes, etc. Qu'ils aillent à la guerre, alors. Voilà. Alors, ils manipulent. Alors, donc, pour trouver de solutions, c'est en cela que, et avec l'avènement de la démocratie, il est prévu que le pouvoir soit exercé par les civils. Bon, maintenant, les militaires aussi ne sont pas privés. Si vous êtes militaire et que vous aspirez à diriger, vous devez démissionner de l'armée et maintenant j'aurai toujours la formation militaire. Vous consacrez. Mais aujourd'hui, la question est aussi que est-ce que pour autant cela a apporté de solutions? D'abord, quelle prise de responsabilité les civils en ont eu par rapport à cela? Qu'il soit que dorénavant, ce sont les civils qui est la gestion des pays, quelle prise de responsabilités en ont-ils eu pour s'assurer de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, répartition des ressources du pays, etc. Et maintenant encore, mais où est la différence lorsque des civils montent au pouvoir et que ces armées, à la sorte de ces mêmes civils, massacrent encore des gens? Donc finalement, et c'est comme si des mesures sont
comment dirais-je, annoncé, diligenté, mais en réalité, c'est comme si nous, les Africains, nous-mêmes, nous ne saisissons pas encore la quintessence de toutes ces mesures-là. Parce que quand nous voyons que ailleurs, chez les Occidentaux eux-mêmes, tout cela fonctionne. Les institutions sont dans leur rôle, de façon recadrée, etc. Il peut y avoir des conflits au lendemain des échéances électorales, mais vous ne verrez jamais l'armée s'impliquer. Nous avons vu entre Joe Biden et Donald Trump, mais on n'a pas vu un officier de l'armée sortir pour prendre position, jamais. Alors donc vivement que cette prise de conscience-là, cette maturité-là, nous gagne, nous les Africains également, et à comprendre que, et surtout, ce qui fait mal, et me fait mal fortement, monsieur Samuel, est que nos armées, nous avons des armées grâce aux Occidentaux. Ils sont formés grâce aux Occidentaux. Ils sont équipés grâce aux Occidentaux. Et c'est juste pour jouer au tout-puissant sur leurs propres compatriotes et juste massacrer leurs propres compatriotes avec des armes que nous-mêmes nous sommes incapables de produire. Alors donc, vivement qu'il y ait cette prise de conscience vienne et qu'on comprenne que non, regardez un peu au Soudan aujourd'hui. Regardez un peu au Soudan. Alors au-delà de ce que Dadis Camara et ses acolytes ont commis, mais même nous semblons voir un peu aussi avec ces militaires de l'AES, où nous voyons que les libertés sont restreintes, etc. Bref, comme pour dire que les militaires, ils sont toujours dans cette confusion-là. Quand ils montent au pouvoir, ils se croient plus royalistes ils se croient plus pays que le pays. Alors que, monsieur Samuel, même nos pays, nous ne sommes même pas ceux-là qui avons tracé les limites de nos pays. Alors donc, vivement que nous fassions bas la terre, que nous allions vers ce changement de mentalité-là, et que nos propres frères ne soient pas nos cibles à massacrer pour bomber les torses et sur nos propres frères les massacrer avec des armes que nous sommes incapables nous-mêmes de produire. Alors, jouer au tout-puissant sur nos propres frères. Même question. Ici, je rappelle encore que, je l'ai dit, les faits ont été qualifiés par la justice de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité de supérieur hiérarchique. On a vu également le juge du tribunal, il était parce que c'est pas facile d'être juge pendant des procès de ce genre, il s'est montré quand même à la hauteur. Vous pensez qu'il faut quand même saluer le travail effectué par la justice guinéenne dans la tenue de ce procès? Oui, avant d'en arriver là, moi je m'aligne un peu derrière ce que monsieur Nkounou vient de dire. Je le rejoins. Je salue le travail de la justice guinéenne. Mais moi, je suis resté sur ma soif, je suis sceptique. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit dans le débat que j'ai fait partout. Je le dirai encore ici ce soir. Monsieur Mamadi Doumbouya s'est caché derrière ce procès-là pour faire oublier son coup d'État. Monsieur Mamadi Doumbouya a amusé la galerie avec ce procès. Mais c'était une demande La Guinée n'a pas besoin de ce procès quand... Mais c'était une demande de longue date. De transition. Ça fait 15 ans le que monsieur les qui est faits venu, se sont tu as fait un coup de produits. temps, tu t'as dit, tu as un temps pour partir, tu as gagné le procès pour endormir les Guinéens. Bon, peut-être que c'est lui aussi qui incarne l'étoffe nécessaire pour... endormi les Guinéens, parce que personne ne parle plus de la transition de Mamadi Doumbouya. Oui, mais vous savez, moi je veux juste rappeler que quand Alpha Condé était au pouvoir, toutes les voix s'étaient levées pour que ce procès ait lieu. Lui qui a été élu une fois, 2 fois, même si la 3e élection a été contestée, il n'a jamais organisé ce procès. Donc il fallait le faire à un moment donné. Un gouvernement de transition, je ne crois pas qu'il soit là pour faire un procès qui est passé en 2009. C'est pas ça le bâton de pèlerin, c'est pas ça. Quand tu dis les choses ne marchent pas, je vais corriger. Je vais corriger les gens, tu viens, tu t'empêtres, tu plonges un peuple dans un procès où tu veux t'abuser un peu, il faut aller sur YouTube regarder ce que les Guinéens font là. C'est bon, je salue le travail de la justice guinéenne. Mais je vous assure, M. Doumbouya s'est caché. Quand il va faire un rapport un jour sur sa transition, il dira « J'ai fait condamner Moussa Dadis Camara ». Maintenant, moi, Moussa Dadis Camara le condamne, oui. Mais Moussa Dadis Camara, lorsqu'il était au pouvoir, lorsqu'il arrivait au pouvoir, était très intêtable envers la France. Était très intêtable envers les Occidentaux. Il allait même jusqu'à dire que la France... la Guinée n'était pas une sous-préfecture de la France. Il a dit tout ça là.
Alors, permettez-moi de réfléchir, j'ai juste de réfléchir, pour dire que c'est pas un coup qu'on est en train de rendre de manière détournée. De manière détournée. Alors, Moussa Dadis Camara, moi, il dit quelque chose. Moussa Dadis Camara a dû être supplié à Djoubé, avec une question en exil du Burkina, si j'ai bonne mémoire, se rendre à Guinée. Il était sûr que j'irais me défendre. Le monsieur a atterri le soir là, on le conduit ploum en prison. Alors, si les choses doivent se passer comme ça, justice doit être faite, normalement. Je suis pas contre la justice. D'ici pour le peuple, c'est bon, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre la justice. Mais quand quelqu'un dit non, je dois venir faire la justice, et qu'on lui fait un procès de ce genre, au bout duquel j'ai suivi ce procès-là, de bout en bout. Moussa Dadis Camara s'est défendu. Il s'est défendu. C'était un pays qui n'était pas aussi normal que ça pendant cette transition-là. Pendant le moment où Camara était au pouvoir, le pays, la Guinée n'était pas aussi normal que ça. La Guinée, vous le savez aussi bien que moi, souffert sous l'ancien Conté pendant longtemps. C'est après son décès que Moussa Dadis Camara a fait ce coup d'État. Alors, Dadis Camara prétend que voilà mes collaborateurs ont fait ce massacre pour me plomber. Maintenant, quelqu'un qui lui avait tiré sur le crâne. Avant sa fille, c'était Diakité, je crois. Ah ouais, Toumba. Alors, Toumba. Alors, pourquoi on a voulu tirer sur son crâne? Pourquoi il a fui? Tout ça là, le tribunal n'a pas tenu compte. On dit de manière hiérarchique, quand tes subordonnés commis quelque chose, c'est toi qui est responsable. Et moi, j'attends que M. Doumbouya, qui a convaincu Moussa de revenir, puisse faire quelque chose. Hein. Je ne plaide pas pour Moussa, mais il puisse faire quelque chose pour que la paix soit en Afrique. Aujourd'hui, on a condamné les gens, les familles des victimes. Les gens sont contents, ils sont soulagés parce que leurs êtres chers qui ont été massacrés, ils ne les reverront plus jamais. Mais que celui qui a massacré, celui qui a donné l'autre que les gens sont tués, soit puni aujourd'hui, ça soulage un peu les familles des victimes. D'accord. Mais que la Guinée, les autorités guinéennes, surtout en l'occurrence Mamadou Doumbouya, fassent quelque chose pour que la paix soit au centre de tout chose de la vie en Guinée. Alors, on le rappelle, hein, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces condamnations, mais c'est celle de Moussa Dadis Camara qui fait parler parce qu'il a été condamné pour responsabilité hiérarchique. Quand on a regardé ces militaires qui étaient en train d'être jugés, des gens qui avaient pris le pays après la mort du général Lansana Conté, qui avait montré les muscles, parlons le langage tout dru. Mais au procès, on n'a pas eu l'impression qu'ils ont voulu assumer, chacun se rejetant la responsabilité. On n'a pas véritablement l'impression d'avoir vu des courageux qui font face à l'histoire. Non, mais Monsieur Samuel... Y compris Moussa Dadis Camara. Monsieur Samuel, ça c'est le propre de nous les Africains. Oui, mais lorsque vous avez le courage d'appuyer sur la gâchette et le courage de dire je l'ai fait. C'est le propre de nous les Africains. Si réellement, Monsieur Samuel, nous arrivions à cerner le sens de responsabilité, nos pays auraient changé d'allure. Bon, mais comme je vous l'ai dit, ceci m'amène encore à citer un exemple. Le Kenya, le président Ruto, parce que je crois que à un moment, c'est ce sens de responsabilité qui a prévalu chez lui, et il a dit non, stop au massacre, je ne veux pas qu'il y ait de massacre. Alors, il est à la tête. Alors donc, si il devait y avoir un seul mort, mais c'est l'armée, c'est lui le chef suprême de l'armée. C'est lui qui commande de tout. Alors donc c'est à lui de répondre comment quelles sont les dispositions, les mesures que tu t'es assuré pour prévenir la vie des gens. Alors donc Dadis Camara, ils sont dans une fuite en avant. Et en plus de ça, ils sont dans l'expression d'un total manque de responsabilité. C'est en cela que je disais aussi que pour ces gens de situation,
réconciliation, c'est toute l'Afrique qui doit se sentir interpellée, de manière à ce que quelqu'un ne commette pas des bavures dans ce pays et aille se réfugier dans un autre pays. Non, quand tu commets le bavure ici, tu vas te réfugier dans un autre pays, le pays là se chargeait de te ramener, et même si te ramène pas, la Cour de justice de l'espace s'occupera de toi. Ça c'est clair. Alors donc je pense que quand dorénavant il y aura des mesures fortes ainsi, ça va dissuader beaucoup des gens qui prennent le pouvoir de façon anarchique, parce que nos constitutions ne prévoient pas qu'il faut prendre le pouvoir par la force, par les armes, et ça c'est une violation, c'est tout à fait c'est condamnable. Moi je ne peux jamais être pour quand je parle de violation de constitution, y compris également les fraudes électorales, y compris également les tripatouillages constitutionnels, comme on a vu et dans certains pays, même Alpha Condé qui fut un opposant, lui aussi arrivé au pouvoir, il va s'adonner un tripatouillage constitutionnel pour s'octroyer un troisième mandat à coup de mort des citoyens. Il faut aussi un procès, le procès pour Alpha Condé, parce que sous lui, pour la question du troisième mandat, des Guinéens ont été tués, des Guinéens ont été tués, même si c'est un seul mort. Toi, longtemps tu étais opposant, te voilà encore au pouvoir, et voilà que l'armée qui va tirer sur des gens pour toi, ton intérêt. Alors donc, monsieur Samuel, sincèrement, vivement que nous les Africains, nous devons revoir copie. Nous devons sincèrement, sérieusement revoir copie. Arrêtez de nous mentir. C'est en cela les coups d'État. D'abord même, les coups d'État ne sont jamais une solution. Parce que ce sont des opportunistes. C'est des gens qui n'ont pas de programme bien défini. Et maintenant, quand vous regardez un peu, dans beaucoup de pays, certains, ça coquine de certains, qui s'agitent, qui se disent intellectuels et qui jouent au pire. Ils bavardent à longueur de journée pour redorer le blason. Il y en a d'autres eux-mêmes, comme par exemple, on voit au Burkina, qui essaient de faire diversion, etc., que lui-même, il se lève, il bavarde à longueur de journée, etc. Bon, de façon précise, c'est pourquoi il est dit que si vous êtes militaire, vous aspirez à gouverner, vous démissionnez de l'armée, vous continuez, vous constituez, vous allez au contact du peuple. Si vous avez un programme, des idées, allez le soumettre au peuple, séduire le peuple et demander à ce que le peuple vous plébiscite. Alors, donc, il y a vivement cette prise de conscience-là qu'il nous faut, nous les Africains, pour que nos pays soient dirigés dans les règles de l'art, dans les normes qu'il faut. Pour notre Est-ce que vous intérêt, pensez que les Guinéens, en général, et puis surtout l'armée, peut tirer une leçon de ce procès? Parce que l'armée guinéenne, je ne veux pas dire des mots qui risquent de fâcher, mais elle n'est pas réputée être une armée véritablement républicaine au service de la protection de son peuple, parce que même sous l'actuel, celui qui est là actuellement, les manifestations se sont déjà soldées par des morts. Donc, est-ce que tout ce procès peut faire prendre conscience à ces militaires pour qu'ils comprennent que leur première responsabilité est la protection de leur population? La première personne à tirer leçon de ce procès doit être M. Mamadi Doumbouya. La première personne. Puisque il y a une similitude entre Mamadi Doumbouya et Moussa Dadis Camara. Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir par coup d'État. Moussa Dadis Camara est arrivé au pouvoir par coup d'État. Alors, lorsque Moussa Dadis Camara aura la nostalgie, va rêver, s'octroyer les 5 ans que... Il est déjà en passe de le faire. Les 5 Parce ans qu'avec la nouvelle constitution, le projet de nouvelle constitution... Les 5 ans que Goïta s'est donné au Mali, quand il va vouloir faire ça, le peuple va dire non. Le peuple va dire non et... Avec le projet de nouvelle constitution, il peut se présenter. Voilà. Parce que l'article qui l'empêchait de se présenter a été enlevé de ce projet. Et donc, à cette allure, le peuple de Guinée va réagir. Et lorsque le peuple va réagir, le peuple, les acolytes, les policiers, les militaires qui sont à la solde, qui soutiennent Doumbouya, vont vouloir réagir. Et si on ne sait pas faire en Guinée, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Même là où Mamadi Doumbouya est, s'il n'est pas au pouvoir, s'il quitte le pouvoir dans le pays, on peut le juger pour coup d'État parce qu'aucune constitution au monde n'autorise les coups d'État. Comme pour ceux qu'on plébiscite ici, là, le Burkinabé, le Malien et tout ça, là, lorsqu'ils vont s'éclipser, ils pourront être jugés un jour pour coup d'État. Et donc, ils seront amenés
à rester au pouvoir contre la vie du peuple. Mais quand est-ce que l'Afrique changera? Quand est-ce que l'Afrique changera? Quand est-ce que l'Afrique changera? Alors, les coups d'État n'ont jamais été une solution. Les coups d'État ne seront jamais la solution. Oui, monsieur Samuel, vous savez, je vais saisir cette opportunité-là également pour interpeller un peu aussi la France. Et la France qui aussi ne nous rend pas service au regard de certaines de ces manœuvres obscures. Parce que nous avons vu au Tchad, comment se fait-il qu'on peut condamner des coups d'État dans certains pays et aller adouber un autre? Parce que nous avons vu le président Emmanuel Macron au Tchad, nous l'avons vu aller soutenir Idriss Déby. Alors donc aujourd'hui, c'est-à-dire que tout à l'heure vous avez touché du doigt le fait que l'article dans la Constitution qui empêchait cet article a été revu. Alors donc monsieur Samuel, vous savez, je ne parle pas en l'air quand je dis que nous sommes dans la confusion, nous confondons nos pays à nos personnes, etc. Mais les Occidentaux eux-mêmes, toutes ces pratiques-là, ce que la France, Emmanuel Macron est venu, soutenir ici, mais chez eux-mêmes, ça ne se passe pas comme ça. Alors, si ce qui n'est pas bon et qui ne se fait pas chez vous, pourquoi vous voulez venir le faire? De toute façon, je ne l'accuse pas. Parce que sans cela, je dis toujours que tout est question de responsabilité. Parce que si nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons pour nous-mêmes, nous ne savons pas où nous allons, nous serons vulnérables. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous avons encore vu que oui, ça a conduit aux élections. Et puis voilà, Idriss Déby qui est toujours maintenu là. Alors donc c'est son schéma également qui est en vue en Guinée également. Et nous sommes là, nous les Africains, à jouer avec notre Afrique. Nous sommes là à jouer nous sommes là à jouer avec notre Afrique. Ça veut dire que nous sommes dans la confusion, nous sommes toujours limités à l'individu, nous sommes toujours dans la façon limitée, éphémère de réfléchir, tout en méconnaissant que nos pays dépassent nos personnes. Nos pays sont éternels, mais nous-mêmes, nous sommes éphémères. Alors pourquoi toujours faire le choix de l'éphémère? Pourquoi toujours faire le choix de toujours rester restreint, limité à soi? Plaçons nos pays au-dessus de nous. Que les constitutions soient libres, que les constitutions ne soient pas ficelées, façonnées pour l'intérêt d'un individu. Non! Un pays, un peuple est éternel, mais un individu, il est éphémère, il n'a qu'un temps. Alors donc, prenons conscience pour poser des actes qu'il faut pour l'intérêt de nos pays, pour l'intérêt de nos peuples, dans l'espace de temps qui nous est accordé de vivre. Il faut que cette prise de conscience gagne, nous les Africains. En même temps, est-ce que, parce que durant tout le procès, aucun des accusés n'a véritablement reconnu les faits, moi j'ai envie de demander, est-ce qu'on est sûr que ce soit les donneurs d'ordre, ceux qui ont appuyé sur la gâchette aussi, qui ont été véritablement jugés là? Non, mais moi j'ai dit, je ne fais pas trop confiance dans ce procès. Parce que Moussa a dit, il a essayé de prouver, il a dit, pendant le massacre, j'étais au bureau. Et il a essayé de le dire, personne ne l'a écouté. Mais il ne pouvait pas ne pas être au courant non plus parce que c'est tellement bien orchestré qu'on pense que ça a été planifié. Oui, bon, ce sont les gens qui le disent. Mais moi, je dis, si nous prenons le contexte dans lequel Moussa Dadis Camara était président, on a dit, je n'ai pas de preuves. Mais c'est un groupe de militaires qui se sont dit, nous prenons le pouvoir. Et on aurait jeté une pièce de monnaie pour dire, bon, toi prends là. Quand la pièce est tombée, on dit, c'est lui qui devient président. Alors, tous les autres qui étaient là, ils ont travaillé ensemble. Chacun avait une partie de ce pouvoir-là qu'il gérait. Le pouvoir n'était pas centralisé. Moussa Dadis Camara, elle était autoproclamée. Ou ils l'ont proclamé président, mais chacun d'eux détentait une partie de ce pouvoir-là. Et qui dit, si je vais faire quelque chose, il dit, je vais faire quelque chose. Si les gens disent non, je vais faire. Et donc, avec tout ce show qu'il faisait, il ne pouvait pas ne pas être au courant non plus. Et bon, il ne pouvait pas ne pas être au courant, mais... Les populations rassemblées au sein d'un stade, dans parce une qu'on parle manifestation... de moins de plus de 50 000 personnes rassemblées. L'armée qui est déployée déjà très tôt avant la manifestation, ils étaient au courant, ils avaient planifié, il y avait des ordres qui étaient donnés. On a tiré sur des gens, plus d'une centaine de morts. On a violé plus d'une centaine de femmes. Là, moi, j'ai envie de dire... Monsieur Samuel, ça fait mal. Monsieur Samuel, si vous me permettez. Ça fait mal de savoir qu'on a tiré sur des peuples pour juste qu'ils manifestent, qu'ils refusent une candidature de Moussa Dadis Camara. C'était ça. Alors, si vraiment c'est contre la candidature de Moussa
que le peuple manifestait, on ne pourra jamais dissocier la responsabilité de Moussa de ce qui s'est passé. Du massacre qui a été commis contre les manifestants. D'accord, oui. Non, M. Samuel, je pense qu'il est temps pour nous, les Africains, d'arrêter d'humilier notre Afrique aux yeux du monde. Il est temps pour nous d'arrêter d'humilier notre Afrique aux yeux du monde, de prendre conscience de nos responsabilités sur l'essentiel à faire pour construire nos pays, pour notre valorisation, pour notre importance. Regardez, même dans notre Afrique, dans le Maghreb ici, quel respect, quelle importance est-ce qu'on nous accorde? Non, vivement que de toute façon, la responsabilité, elle est collégiale. Que ce soit une pièce de monnaie qu'on ait jetée et pour savoir qui peut, etc. Que ça soit c'est sûr, que ça c'est là. C'est ensemble qu'ils ont été, c'est ensemble qu'ils ont joui, c'est ensemble qu'ils doivent y répondre. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez aussi, cela peut-être la dernière question sur le sujet, que les prisons guinéennes peuvent contenir ces condamnés aujourd'hui, parce que vous savez, pendant le procès, il y a eu cette prison break où le Claude Pivy est toujours en cavale aujourd'hui, s'est évadé, Moussa Dadis aussi, et qui lui là, il est revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée a les conditions de maintenir ces hommes en détention? That is the question. Parce que s'ils ont des prisons poreuses, je sens que le monde, les autorités judiciaires guinéennes doivent prendre des mesures pour que ceux qui sont condamnés purgent réellement leur peine, dans les conditions prévues par les lois guinéennes. D'accord. Et je rappelle donc que le capitaine Moussa Dadis Camara a fait appel de sa condamnation. Donc le feuilleton judiciaire n'est probablement pas encore à son terme. On passe au dernier sujet maintenant, c'est le Togo. On va évoquer donc la reconduction au poste de Premier ministre de Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe, celle qui est devenue Premier ministre depuis septembre 2020, qui a rendu sa démission en mai dernier après les résultats des élections législatives. Eh bien, le président de la République, se basant sur les dispositions transitoires de la Constitution de la Ve République, a nommé Madame Victoire Tomega Dogbe Premier ministre. Dans les prochains jours, elle devrait présenter son gouvernement. Alors, c'est donc le fait aujourd'hui. Yaounoukoulou, vous surprise ou pas, on prend la même, on recommence, on ne change pas l'équipe qui gagne? Ben, écoutez, Monsieur Samuel, vous savez, je crois que aussi que Madame Excellence Madame Dogbe a été celle qui a occupé le plus longtemps le poste de Premier ministre dans notre pays. Non, pour le moment, c'est Komi Klassou qui détient le record. Il a fait tout un mandat avec le chef de l'État. Oui. Si celle-ci arrive en mai 2025, elle va aussi... Avec cette reconduction. Oui. Avec cette reconduction. Oui. Oui. Bon, donc maintenant, vous savez, la personne de Madame Dogbe, je crois que pour elle d'occuper ce poste, c'est comme quelque peu, on peut dire, un mérite, une récompense. Parce que s'il faut compter, vous savez, le parti du RPT jusqu'à unir, les militants, bon, les membres, les ténors, il y a d'abord une fidélité affichée, affirmée autour du chef de l'État, mais tout n'est pas question que de fidélité, mais tout est aussi question de comment est-ce que vous êtes déployé à redorer le blason du parti. Et c'était, nous avons vu les actions de Madame Dogbe. Je veux toucher du doigt essentiellement cette initiative, le FNFI, qui a permis, le FNFI, qui a permis aussi d'engager beaucoup de Togolais, surtout des militants de l'opposition, des Togolais qui étaient dans la précarité, qui dont juste ces petits crédits de 10 000, 20 000 là, leur ont permis de pouvoir avoir une activité. Et donc, c'est vrai que tout ça là, ça s'est fait avec le fonds, des fonds du pays, même si c'est des mécanismes de prêts qui ont été contractés, mais ça a été utilisé. Et donc, ces apports-là, ces actions à l'endroit des populations ont eu de regains. Ce regain est qu'au même moment que toutes ces actions ont été menées à l'endroit des populations, mais aussi, et ça a été l'occasion également de les inciter à se tourner vers le parti au pouvoir, vers le parti, vers le parti Unir. Et donc, nous avons vu qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'audiences qui ont été à la faveur du Parti uni. Et je crois que c'est ce qui vaut à beaucoup aujourd'hui. Et comme nous voyons aussi également M. Adedje, lui aussi dans le GIOR, je crois qu'il s'est activé. Aujourd'hui aussi, nous voyons aussi le ministre Kokoroko aussi qui s'active dans les clotos pour l'intérêt du parti. Alors donc, il faut juste comprendre que ce sont ceux qui s'activent, qui se déploient sur le terrain pour conquérir les cœurs, pour agrandir l'électorat du Parti uni qui sont récompensés. Alors donc, Excellence Madame Dogbe est en train de jouir des fruits de ça récompense. Bon, au-delà de cela, c'est vrai aussi que c'est une femme quand même qui a de l'expérience, qui a une certaine qualité pour ce qui concerne la gouvernance. Mais votre question, Monsieur Samuel, votre question incarne deux aspects. Il y a d'abord l'aspect et personnalité de Madame Dogbe, sa personne. Là, je viens de me prononcer par rapport à sa personne, mais il y a aussi l'autre aspect, et cet aspect, c'est la transition dont vous avez... On va revenir sur cela tout à l'heure. Voilà. Mais je vais aller vers Frédéric Azeglo pour voir, est-ce que vous pensez que, parce que on lit dans le communiqué, c'est juste dit que le président de la République a procédé le 1er août à la nomination de Madame Dogbe au poste de Premier ministre. C'est juste dire que ce qu'on sait qu'à ce poste-là, elle aura peut-être 9 mois à ce poste. C'est parce qu'on ne voulait pas trop chambouler les choses, on la prend où elle a du mérite. Elle a du mérite. Madame Dogbe, son excellence, Madame Dogbe, Premier ministre, depuis son poste de directeur de cabinet chef de l'État, jusqu'à ministre de développement à la base, jusqu'à la primature, elle a fait des preuves indescriptibles. Lesquelles, par exemple? Voilà, mon frère a parlé de FNFI. Ouais. Et c'est une dame qui, même des problèmes individuels, quand vous arrivez à la voir, elle dit, il y a tel problème, elle ne peut pas savoir quel est votre bourse, mais elle a toujours axé ses actions sur la justice. Ces interventions spontanées qu'elle fait dans des histoires que je ne peux pas compter, que je ne voudrais pas compter ici. C'est une femme de terrain. Autre chose. Je me rappelle, en 2021, elle était descendue à Tablibo pour planter les arbres un 1er juin, elle-même. Une femme de terrain. C'est une femme qui se fond... Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Non, elle a quitté Lomé, elle ne vit pas à Tablibo. Je sais, Tablibo, c'est à 50 km d'ici. Je me demandais s'il y a quelque chose d'extraordinaire. À venir planter les arbres, on les voit tous, les autorités plantent des arbres chaque 1er juin. Oui, bon, n'importe qui. Mais déplacer pour le faire loin de la capitale, c'est pas aussi régulier que ça. Peut-être au frais encore de l'État. Elle fait beaucoup d'autres choses. Quand nous parlons de FN, ce que FNFI a fait, le développement à la base, que Mme Dogbe a fait étant ministre du développement à la base, je sais pas s'il y a un Togolais qui ne pourra pas apprécier ce travail-là. Maintenant, je vais parler de sa longévité comme Premier ministre au pouvoir. Permettez-moi, en premier, nous avons eu le Premier ministre Kofigo, il a fait son temps. Edem Kodjo en a fait, Edem Kodjo 1 en a fait, Kouché Kwasi en a fait, Adoboli Kofi en a fait, Agboyime en a fait, Kofi Sama en a fait, Edem Kodjo 2, Agboyibo en a fait, Komla Mali, Humbo, Aoumé Zounou, Komi Klasso, et puis Madame Tomega. Alors. Je me sens que vous avez oublié Kofi Sama. Kofi Sama, oui, je n'ai pas oublié. Kofi Sama, oui. Et donc, lorsque celle-ci est arrivée à la primature, septembre 2020. Elle a posé des actes, elle a fait du travail, elle a posé des actes, et c'est une femme de confiance par rapport à son mentor. Oui, mais c'est cela, M. Samuel, demandait que vous nous touchiez du doigt concrètement. Ces actes-là, et ces actes extraordinaires. C'est ce que vous, M. Samuel. C'est ce que M. Non, pas aller planter un arbre à Tablibo. M. Samuel vous demande que vous dites. Je le laisse terminer pour que je puisse rebondir. Oui, non, c'est que j'ai soif. J'ai soif. Laissez-les au bout. Laissez-moi revenir sur ça. Et vous le direz au même niveau que moi, qu'au Togo, depuis, il n'y a jamais eu un ministère de développement à la base. Il y en a eu avant,
Il n'y en avait pas eu avant. Ça, c'est avant qu'elle ne soit Premier ministre. Oui, donc... Nous parlons de depuis qu'elle est Premier ministre. Ça ne veut pas dire que sans ministère de développement à la base, on ne pouvait pas faire le développement. On fait le développement, mais le développement à la base était l'arme qu'elle tenait pour travailler. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, passons à autre chose. Justement, quand la base, donc, étant Premier ministre, elle se verse ce qui se fait à la base. Aujourd'hui, quand vous allez à Vaughan, c'est ce que je suis dans la région. Dans sa zone. Dans sa zone, il y a beaucoup de travail qui a été fait que je ne peux pas dire sur ce plateau. Mais c'est une dame qui explique aux populations le vivre ensemble. C'est une dame qui, je l'ai déjà dit, intervient dans les affaires, même si ces affaires ne sont pas des gens qui ne sont pas de son bord politique. Il fait, puisqu'elle est Premier ministre pour tous les Togolais, elle est Premier ministre pour tout le monde, tout ce qu'il faut faire pour faire régner la justice dans le pays. Elle n'est pas ministre de la justice, hein, mais elle ne met pas X à part et Y ailleurs. Et donc, j'essaie de dire... J'ai bien envie de dire que je ne sens pas avoir eu de réponse vous restez concrète. Sur votre à la question. Oui. Bon, monsieur Samuel, vous savez, moi, la personne de son Excellence, Madame Dogbe, il y a aussi un aspect que je vois et aussi est que... Est-ce qu'elle est excellente? Vraiment, dans un pays, les excellents, on les connaît. Hein. Oui, mais vous savez... Le Premier ministre n'est pas excellent. Oui, non, vous savez, monsieur Samuel, si il faut l'évaluer par rapport au ministère du Développement à la base, il faut l'apprécier, oui, on peut dire qu'elle a été excellente. Parce que là, c'est visible, c'est concret. Bon, maintenant, à la tête du gouvernement, je crois que peut-être qu'il y a tellement d'éléments, des choses, des situations qui nous échappent et qui fait que nous ne pouvons pas de façon directe. C'est pourquoi même mon second, lui aussi tâtonnait, il ne pouvait pas toucher du doigt pour qualifier et apprécier depuis qu'elle a occupé le poste. Mais ce que je remarque, moi, je n'ai eu l'occasion que de la voir une seule fois et pas la rencontrer et directement, non, mais dans une manifestation. Et je vois aussi que c'est une dame qui est comme identiquement au chef de l'État, incarne aussi un certain calme. Et ce calme-là, je crois que ça fait un peu de l'harmonie avec le président de la République et je crois que ça joue également en sa faveur. Et en plus, c'est une dame aussi qui a, à côté de ce calme, elle a, pour l'image de notre pays, avec les personnalités qui nous visitent, elle a, je crois que à ce poste de Premier ministre, sa nature, sa classe, son charme aussi fait que les partenaires, ça parce que son charme. Oui, mais concrètement, j'ai l'impression que la personne n'a pas de choses en termes de bilan, des choses réelles qu'on peut se dire sous Dogbe par rapport, je ne sais pas moi, à Classou, à tout ce que vous avez cité. Voici les différences concrètes. On a eu ceci, on a eu cela. D'accord. Monsieur Samuel, vous savez, moi, ce que je regrette est que je crois que c'est sous elle que le rapport de la Cour des comptes a fait surface. Et nous n'avons pas vu le règlement de cette situation-là de façon concrète pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de l'opinion, nous n'avons pas vu. Ça a été d'une tollée douée et qui a fait, et puis il n'y a pas eu d'action concrète qui soit prise pour rassurer les populations de ce qu'est la bonne gouvernance et prévaut dans notre pays. Et moi, j'aurais quand même au-delà de tout, souhaité aussi que... Je vous rappeler une chose. Dans notre pays, dans la 4e République qui est en train de finir, le président de la République est élu. Et c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Et le Premier ministre mène l'action politique du président. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Donc mène la politique du chef de l'État. Et donc, un bilan qu'on serait en train de donner sur ce plateau sera en fait le bilan du chef de l'État. D'accord, donnons-le. Mais alors, le chef de l'État, qui est le mentor, le principal mentor de Madame le Premier ministre, voit que la personne que j'ai nommée Premier ministre a assumé ses rôles. Et dès lors que la personne assume son rôle, le rôle qui lui a été assigné, eh bien, le chef de l'État
lui a renouvelé sa confiance. Non, monsieur, permettez-moi, vous faites diversion, parce que j'étais en train de parler concrètement du rapport de la Cour des comptes. Alors, quand vous avez commencé, j'ai cru que vous vouliez aller dans le sens là, comme quoi tout ce qui doit, la manière dont doit être traité ce rapport de la Cour des comptes, avec tout ce qui a été porté à connaissance de l'opinion, la gestion des fonds, je crois le avoir Covid. entendu, Non, s'il vous plaît, que vous avez dit que Madame le Premier vous permettez, si vous permettez, donc vous voulez dire que c'est le chef de l'État qui a bloqué que ce rapport de la Cour des comptes ne soit confié. Je n'ai jamais dit ça, je ne l'ai jamais. Tout porte à croire, parce que quand vous dites que, quand je l'ai pas senti, vous dites que c'est le programme, je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais aimé entendre, par exemple, sur les questions de vie chère. Exactement. Ces questions qui touchent véritablement le quotidien des Togolais, qu'on puisse dire, avec Dame Dogbe, on a eu du mieux. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On ne peut pas parler de questions sociales, vie chère, etc., sans parler de gouvernance, sans parler de la lutte contre la corruption, etc. Lutte contre la corruption, etc. Est-ce qu'on a eu de l'amélioration avec elle? C'est pourquoi je touche du doigt un exemple concret, c'est-à-dire ce rapport de la Cour des comptes, dont nous sommes restés sur notre soif de voir des mesures concrètes par rapport à ceux-là qui ont eu à gérer des fonds. Je me rappelle même, on a cité une auberge ici, auberge de France ici, comme quoi combien de centaines de millions qui a été débloqué, etc. Bon, il y a tellement de révélations. Je pense que ce que disait Frédéric Azeglo aussi, c'est que le président de la République, en la reconduisant, certainement a trouvé en elle qu'elle accomplit bien sa tâche. Maintenant, il y a cet aspect sur lequel vous voulez revenir. J'aurais bien aimé entendre Frédéric Azeglo là-dessus. Voici ce que dit le communiqué. En application des dispositions transitoires de la Constitution du 6 mai 2024, notamment en ses articles 95 et suivants. Donc, disons que l'article 95 dit clairement quoi? Que la mise en place des institutions de la nouvelle Constitution, ça prend 12 mois. C'est dit depuis le 6 mai. Donc, on en a jusqu'au 5 mai 2024. Nous sommes là aujourd'hui. 2025, pardon. Nous sommes là aujourd'hui le 3 août. Le nouveau Premier ministre est nommé en application de ces dispositions transitoires. Donc, on a un Premier ministre de transition. Oui, on a un Premier ministre de transition. Oui, on a un Premier ministre de transition. Voilà, tous les Togolais savent que en mai dernier, nous avons voté, le peuple s'est octroyé une nouvelle constitution qui nous conduit dans la 5e République. Eh bien donc, où nous sommes maintenant, c'est un moment de transition. Et Mme Dogbe a été nommée pour conduire cette transition jusqu'à ce que nous arrivions dans la 5e République. Et c'est ça son rôle. Okay. Ouais. Monsieur Samuel, vous savez, je m'interroge. Parce que j'ai écouté beaucoup de gens, et tantôt évoquant la Grande-Bretagne, citant la Grande-Bretagne en exemple, l'Allemagne en exemple, l'Italie en exemple. Mais je me demande, dans quelles conditions est-ce que ceux-là de qui nous copions ce qu'est ce régime-là, dans quelles conditions se sont-ils dotés ces constitutions-là? Dans quelles conditions? Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, Monsieur Samuel, je trouve dangereux quand en Afrique, nos constitutions, nous devons les personnaliser, nous devons leur donner un caractère partisan. Ça, c'est de deux. Maintenant, de trois, Monsieur Samuel, c'est quoi une transition? Quelle est la définition d'une transition? Une transition, c'est une situation que l'on crée, que l'on fabrique de toutes pièces, ou bien une transition est une situation qui est improvise, qui s'impose et qui fait suite à des situations dont, dans l'immédiat, l'on ne peut pas trouver des solutions, et donc il faudra... alors donc, je crois que... Il y a là, c'est les dispositions transitoires. Alors, parce qu'on était à une république et on va à une autre république. Alors, pour citer, comme pour dire que nous personnalisons nos constitutions dans notre Afrique. Parce que c'est trop facile de mettre des articles pour justifier qu'il y a ça. Mais, normalement, le mandat des députés a pris fin depuis 2023. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a empêché la tenue des élections pour renouveler cette assemblée-là? That is the question. De façon finalement, concrète. On l'a renouvelée. De façon concrète. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est d'un. Maintenant, dernièrement encore, nous entendons un ministre du gouvernement, un ministre de la Cour conseil dit que non, la période est transitoire et ne donne pas au ministre toute prérogative, oui. Des prérogatives, des actions importantes. Alors bon, donc, c'est appliqué au ministre et non pas aux députés dont le mandat a pris fin.
Non, mais. Non, s'il vous plaît, laissez-moi, ne me faites pas perdre le fil de mon raisonnement. Et donc, cette confusion-là, tout simplement parce que nous sommes toujours dans la logique de personnaliser, de ficeler les choses de façon dans notre intérêt, et encore surtout, dernièrement, Monsieur Samuel, lorsque j'apprends que oui, une délégation de l'Assemblée est allée en Inde pour recevoir des leçons sur comment ils conduisent ce régime parlementaire. Mais est-ce que ce n'est pas mettre la charrue devant le bœuf, ça? D'accord, on va écouter aussi Frédéric. Ce n'est pas des préalables, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire. Bien se préparer avant de se lancer. Oui. Alors maintenant, on se lance et c'est maintenant que... On va écouter Frédéric. Pour finir, si vous permettez, M. Samuel, pour finir, dans quelles conditions est-ce que l'Inde s'est dotée cette constitution? Alors donc faisons des choses qui nous élèvent, selon des choses qui nous élèvent dans ce monde et qui suscitent que nous ne sommes pas viennent copier chez nous. Je ne trouve pas qu'une constitution soit taillée à la mesure d'un individu. Non, je ne le trouve pas comme ça. Monsieur Nkounou, je vais vous donner un petit exemple. Mais quand on dit qu'il y a un article pour justifier une transition, c'est mesure. Vous vivez dans votre maison, là, quelque part j'ai un exemple, vous vivez dans notre maison, vous avez construit une nouvelle maison. Alors, vous finissez de construire la nouvelle maison, vous dites, madame, envoyez certaines chaises, envoyez certains fauteuils, en attendant, vous organisez une transition, le temps de quitter votre ancienne maison et rejoindre la nouvelle maison. C'est différent. Nous sommes un pays. Ici, nous sommes un pays, il y a des forces vives. Cet exemple ne concorde pas. Ce sont les forces vives qui se sont octroyées une nouvelle constitution. Ce sont les forces vives. C'est donc une 5e république. Ce sont les forces vives. Maintenant, pour partir de là, 4e à la 5e république, il faut des formalités, des démarches à faire. C'est ça qu'on nous appelle la période transitoire. C'est la disposition transitoire. C'est pas un truc qu'on a inventé quelque part. Quand vous voulez parler de l'égalité des pays, un État c'est égal à un État. Alors, quelle que soit la condition dans laquelle l'Inde s'est octroyée une constitution, les conditions dans lesquelles le Togo s'est octroyé, parce que ce qu'il y a, c'est que le Togo se retrouvera dans peu de temps dans une nouvelle constitution. Une nouvelle république. D'accord. Il faudra y travailler pour rendre les choses souples. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne, si vous permettez. Je ne voudrais pas qu'on s'éloigne de notre sujet. Il me reste à peine 1 minute. Juste le temps de questionner le prochain gouvernement. Est-ce qu'il ne risque pas d'être quasiment le même qu'on a actuellement? Bon, sur quel point? Pour 9 mois, faut-il encore bouleverser en profondeur les choses? C'est une transition, non, c'est une transition. C'est une transition, c'est en train de voir. Là, nous avons un président de la République. Dans la nouvelle constitution, il y aura un président de la République, il y aura un président. Moi, je parle du prochain gouvernement de Dogbé. Justement, je sais. De Dogbé transitoire. Mais le Togo, c'est un pays, c'est juste pour assurer la continuité. On peut faire une refonte totale du gouvernement pour ces quelques mois qu'on a. Je ne suis pas dans le secret des dieux, le gouvernement sortira et on verra. Oui. Bon, Monsieur Samuel, il faut remarquer qu'il y a certains ministres du gouvernement qui se retrouvent déjà au Parlement. Oui. Qui se retrouvent déjà au Parlement. Même le président du Parlement, il est ministre. Et voilà. Et c'est incompatible. Oui. Donc logiquement, il doit partir. Oui, il se retrouve au Parlement. Kokoroko, s'il maintient son poste, il doit partir. Il y en a qui se retrouvent au Parlement. Oui. Ça, c'est un aspect. Maintenant, il y a le Sénat qui devra être mis en place. Alors donc, certainement qu'il y aura un changement, il y aura un changement et il y aura de nouvelles têtes, etc. Bon, donc les calculs seront autres. Et je crois que tous ces calculs-là sont aux mains du seul maître de bord, Fort Essozimna Nyasingbe, Monsieur le Président de la République, qui deviendra président du Conseil des ministres en 2025. Messieurs, merci à Eklo Nukounou d'être passé dans cette émission. Merci. Frédéric Azeglo, merci. Merci, c'est moi qui me remercie. Et merci à vous d'être resté en notre compagnie et à samedi prochain.